Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Nous sommes là durant tout ce week-end, ce matin, demain matin aussi. Nous serons en compagnie de Jean-Pierre Mocky, le réalisateur, et de Carla Bruni aussi qui viendra nous rendre visite. Mais ce matin, je vous présente celle qui est avec nous. Alors elle fait rêver vraiment tous les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, puisqu'elle est directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et c'est Elisabeth Platel qui est avec nous, qui est à la barre. C'était symbolique. Vous venez me rejoindre, Elisabeth Platel. Merci d'être là. Est-ce que vous continuez à la faire, cette barre? Non, je la montre. Je la montre et je la fais très physiquement lorsque je donne des cours à mes élèves. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver ces mouvements. La main posée sur la barre, c'est un moment très symbolique. Depuis votre plus jeune âge, je pourrais dire, vous levez la jambe. Je crois que je faisais en plus partie des danseuses qui la levaient très bien. Et très très haut. Assez haut, oui. Oui. Alors vous fêtez vos 300 ans, vous les faites pas? Oui. Les 300 ans de l'école de danse, on se souvient, pendant 32 ans, c'est Claude Bessy qui a été à votre place. Et puis c'est en 2004, me semble-t-il, Septembre 2004, que vous avez pris le relais. Et donc ça fait maintenant un certain nombre d'années. On est allé dans l'école de danse à Nanterre pour un reportage. On a passé vraiment un moment avec vous, un moment très particulier parce que c'était le jour où l'on faisait la photo de l'ensemble, la photo de classe en définitive. Oui, en plus, tous les ans, d'abord c'est une réunion, on est avec tous les professeurs, tous les pianistes, tous les élèves. C'est un peu l'excitation. Cette année, on a voulu faire un 300. Donc ça a été un peu complexe, parce qu'en plus il faisait très froid, malgré le mois de mai. On verra ça tout à l'heure. À 5 ans, vous commencez la danse par hasard? Par hasard, non. C'est un médecin qui l'a conseillé à ma mère. Et je peux pas dire... Les gens disaient que je dansais. J'aime bien dire, oui, en effet, j'entendais de la musique, je dansais. Par contre, dès le premier cours, ça a été une certitude. Pourquoi Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'on s'en souvient d'ailleurs à 5 ans? Moi, je me souviens très très bien de mon premier cours et de l'endroit. C'est à côté des Buttes Chaumont, c'est dans un gymnase. Et je sais très bien ce que j'ai fait au début. Un pied dans la main et un grand écart. C'est imprimé, ce premier cours a décidé et je savais que je serais danseuse. Mais donc vous aviez une souplesse naturelle. Ça fait partie des dons qui sont un petit peu exigés pour être danseuse professionnelle. Vous vous démarquiez physiquement, vous étiez très grande, vous étiez particulière physiquement par rapport aux autres enfants? J'étais pas immense, mais j'étais au-dessus des normes exigées par l'école de danse et c'est peut-être ce qui a guidé mes parents. Donc je n'ai pas fait l'école de danse, je suis allée au Conservatoire de Paris. Alors évidemment un grand investissement de la part de ma mère et de la part de mon père, c'était n'oublie pas les études et passe ton bac. Passe ton bac d'abord, oui. Votre mère qui... Pas d'abord, passe ton bac. D'accord. Et votre mère qui continue à être très groupie. Elle est groupie mais surtout très heureuse. Je pense plus que groupie, quelqu'un qui est vraiment, qui se fait plaisir lorsqu'elle va voir un spectacle, qui est heureuse de me voir heureuse avec mes élèves, tout comme j'étais heureuse en scène avec le ballet de l'opéra. Quelle est l'étymologie de petit rat? Il y a deux origines. Une origine qui n'est pas très jolie, c'était donc ces enfants du 19e siècle, un peu malingres, qui se nourrissaient de tout ce qu'ils trouvaient. Et puis il y en a une qui est un peu plus jolie et qui est réelle, parce que les petits rats étaient donc sous les toits, les studios de l'opéra étaient sous les toits, et ces petits rats courent tout le temps. Et je peux vous assurer que même à Nanterre, ils courent tout le temps, et on entend les pas. Votre ascension, elle a été particulièrement rapide. Comment vous l'expliquez? D'abord, j'aime travailler. J'aime danser, donc j'étais dans la joie et j'ai eu aussi beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Vous l'attribuez à quoi cette chance? J'ai de la chance. Vous y croyez, vous? Ah oui. 23 décembre 1981, alors là c'est la consécration. Oui, 23 décembre c'est une date, c'est celle où officiellement je suis nommée étoile. Par contre on est étoile avant, on le devient. On commence à inspirer confiance au directeur qui dit oui, on peut lui confier un rôle d'étoile. Et en fin de compte, le lendemain, on n'est pas du tout étoile. On le devient ensuite quand on fait d'autres rôles. C'est là que commence tout. L'attitude, le regard des autres a changé à partir de ce moment-là? Il faut toujours convaincre les danseurs. On doit toujours convaincre un public. On doit convaincre les gens avec qui on travaille. On doit les entraîner dans notre sillage. Et
J'ai été appréciée. Après, certaines personnes ne m'ont pas aimée. Le public aussi, nous avions des aficionados, des gens qui préfèrent une autre ballerine. Mais par contre, je crois que j'ai fait partie d'une génération de ballerines qui s'estimaient énormément. Et chacune faisant des progrès, faisait progresser l'autre. Votre brillant parcours, il nous est raconté par Julie de Mareuil. Un tutu et une couronne sur la tête, voilà cette ballerine comblée pour l'éternité. Elle apprend l'excellence au Conservatoire national supérieur de Paris, dont elle sort première en 1975. Direction l'école de l'opéra et puis le corps de ballet dont elle gravit les échelons à la vitesse de l'éclair. En moins de 5 ans, elle est nommée étoile. À l'issue d'une représentation de Gisèle, elle n'a que 22 ans. Vous y attendiez un peu? Un petit peu. Je faisais quand même Gisèle, tout le monde était là. C'était très émouvant. À l'opéra, elle a tout dansé. Balanchine, Béjart, Neumeyer et Nourieff bien sûr, qui en fit sa danseuse fétiche et l'ambassadrice de ces grands ballets, de la Belle au bois dormant à la Bayadère. Ligne parfaite, allure divine, technique infaillible, l'étoile Platel pousse sans cesse les limites de l'inaccessible. On n'est jamais satisfait et un spectacle même réussi, le lendemain on le remet en question. Mais passé l'âge de 40 ans, plus de lendemain à l'opéra. C'est l'âge de la retraite. En 1999, la ballerine doit faire ses adieux après 18 ans de vie d'étoile. Et à vous tous, danseurs surtout, continuez à aimer la danse et continuez à aimer cette maison parce que ça vaut vraiment le coup. Ce soir-là, elle danse la sylphide, moment unique, aboutissement ultime. J'ai dégusté chaque seconde comme un bijou et un trésor extraordinaire. L'étoile Platel ne se lasse pas d'enfiler ses chaussons et veut désormais transmettre sa passion de la danse. En 2004, elle prend la tête de la prestigieuse école de l'Opéra de Paris, institution fondée par Louis XIV. Camille et Laurie, vous rééchangez? Parcours exemplaire, classique bien sûr, académique évidemment. Alors mademoiselle Platel, à quand le faux pas? Vous pensez avoir commis des faux pas durant votre carrière? Oui. Lesquels? J'en ai pas là le souvenir, mais les faux pas m'ont fait progresser et je ne les regrette pas. À 40 ans, lorsque vous décrochez en tant que danseuse étoile, on ressent quoi intérieurement? C'est très étrange parce que on le sait, donc maintenant la retraite est à 42, 42 et demi, je n'ai pas encore officiellement les textes, je ne sais pas très bien, mais la dernière saison est vraiment une saison. D'abord, j'ai eu une très très belle saison et Brigitte Lefebvre avait vraiment choisi des ballets qui ont été tous mes rôles. Et j'entends, là, j'ai dégusté chaque moment, j'ai dégusté cette saison. Et puis il y a le jour J, ce jour d'adieu qui est symbolique et qui est très important. Parce qu'on doit faire une boucle. C'est une reconnaissance du public, une reconnaissance aussi du ballet. Je l'ai vécu comme une fête. Mais on sait par contre, ce qui est très bizarre, la barre, le lendemain, quand on retourne à la barre dans le studio, puisque moi j'avais en plus une place définie, on est gêné. On se dit, mais est-ce que c'est justifié que je sois là? Donc c'est un peu le regard, là, le regard des autres est un peu étrange. Mais le corps ne suit plus à 40 ans? Pas du tout, hein, j'étais très en forme. Mais oui, parce que quand on voit Sylvie Guilhem, Marie-Claude Pietragala, elles ont plus de 40 ans et ça continue pour elles. À 40 ans, mon corps était... Oui, mon corps était très en forme, j'ai continué, j'ai fait des galas, je suis allée danser beaucoup. Mais je pense qu'entre 40 et 45 ans, l'âge auquel j'ai pris l'école, ça a été un temps de maturation et de réflexion. Puis lorsque j'ai pris l'école, j'ai continué encore à danser, beaucoup moins évidemment parce que le temps était plus compté. Et c'est surtout le jour où, en faisant une barre, j'ai commencé à réfléchir au rendez-vous que j'avais 1h30 après ou à l'élève que j'avais convoqué. J'ai fait, là, tu penses pas à toi. Quel est le chorégraphe qui vous a le plus impressionné? C'est vraiment Nureyev? Neumeyer. Ah oui. C'est John Neumeyer. Nureyev est un maître. Nureyev nous a conduits, a apporté la lumière sur une génération fabuleuse. On l'a suivi totalement sans se poser de questions. Quelqu'un de très exigeant, hein. Oui, mais on avait besoin de cette exigence. Elle nous a structurés, elle nous a donné énormément de force. Même Charles Lejuc dit, qui a été son partenaire, dit qu'il a été mégalo même.
Oui, il le dit maintenant. Bon, on en fait un dieu parce qu'évidemment, on a vécu avec lui tous les folies, les colères, mais en même temps des fous rires. On a vécu beaucoup de fous rires avec lui. Puis on a eu des productions extraordinaires de faire. Bon, évidemment, Bayadère était empreint d'une grande nostalgie, c'était dramatique. Mais par contre, lorsqu'on a créé Raymonda, Charles et moi, c'était fabuleux de découvrir les rôles qu'il allait nous apporter et cette reconnaissance internationale. Devenir directrice donc de l'école de danse de l'Opéra de Paris, est-ce que c'est du piston? Est-ce que c'est du relationnel? Comment on s'y prend? J'ai encore eu beaucoup de chance. J'ai toujours aimé enseigner. J'ai enseigné très tôt. Vous deviez être nombreuses sur les rangs. Pas vraiment. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas un cadeau. Bon, j'ai commencé à donner des cours, j'avais 25-26 ans. Lorsqu'un professeur était en retard, ça peut arriver, hein, les danseurs se retournaient vers moi et me disaient fais la barre. Et ce que je faisais la barre du professeur. Donc il y avait le travail de mémoire et c'est devenu, elle donne des bons cours et très vite j'ai enseigné à des petits. Alors que je ne savais absolument pas. Je me rappelle, le premier cours, j'avais tout préparé sur un papier. Je suis arrivée dans un grand gymnase et j'ai vu les enfants faire le cochon pendu à la barre. Et donc j'ai pris le papier, je l'ai déchiré, je l'ai mis dans la poubelle et j'ai improvisé parce que j'avais vraiment prévu quelque chose de beaucoup trop dur. Votre père était enseignant? Mon père était enseignant à Jussieu. Ça, certainement. Oui, il est très en patient. Biologie, hein. Biologie, neurologie, enfin il est très très patient. Alors on a passé une journée avec vous à l'école de danse à Nanterre. Donc c'était un grand jour, comme on l'a dit. Juline Maroy et Julien Clavry vous ont accompagné. Il est 11h30 du matin, l'école est vide, qu'est-ce qui se passe? Rien. 11h30 du matin, c'est un petit peu c'est avant le coup de feu. Les élèves sont en scolarité, ils ont donc scolarité de 8h à midi tous les jours. Et à midi, ils déjeunent très très vite. Merci. Nous aimerions que ça dure une demi-heure, mais c'est des enfants qui sont pressés de se préparer pour les cours. Ils s'habillent vite, les filles font le chignon et les garçons vont s'étirer. En fait, je vais faire ma queue bien plate pour que mon chignon soit bien et pas de travers. On va se réunir pour faire une photo de toute l'école. Voilà. Évidemment, cette année, on va faire les 300 ans. On le fait dehors. On y va. Fermez les sourdettes. Troisième garçon, vite. J'ai combien de petits rats? Ils sont 160, de l'âge de 8 ans et demi à l'âge de 18 ans et demi. Attendez les filles, vous mettez dedans. Garçon-fille, à 10 près, j'ai presque le même nombre. Donc ça, je suis très très fière. Qu'est-ce que ça donne? Diriger cette école, c'est les aider à réaliser le choix qu'ils ont fait très jeunes. Et puis, c'est les aider à partager ce qu'on a vécu nous. J'aime vraiment leur dire, j'ai pas envie qu'ils passent à côté de la joie que j'ai eu moi de danser. Et décoller les 2-0, vous êtes trop collés. Ça vient. Je ris avec mes professeurs, je ris avec mes élèves comme une danseuse. Après, je suis directrice et je peux vous dire que quand je serre la vis, ils le savent. Ramasse. Le salut, c'est la tradition de l'école. C'est un peu le souvenir d'où on vient. C'est le Louis XIV, c'est la révérence. Messieurs, merci. Lâchez, rompez. C'est leur manière à eux de dire qu'ils sont fiers d'être à l'opéra. C'est leur signe de reconnaissance et c'est un respect vis-à-vis des professeurs. Ça grandit. Je ne prends pas l'habitude de faire un battement parce qu'après, dans les pirouettes, tu vas nous faire un battement pour descendre. On a compris des sacrées jambes, là. Et en général, ils prennent les jambes après le bassin. Donc, c'est assez complexe, la progression des garçons. Qu'est-ce qui fera la différence plus tard? C'est un peu trop tôt, là. C'est un peu trop tôt, ils ont 14 ans. Donc, pour l'instant, c'est surtout sur la technique qu'ils doivent travailler et l'apprentissage de toutes les règles. Je n'ai pas le talent de découvrir un danseur étoile. D'abord, c'est pas mon rôle. Et c'est tellement aléatoire. L'évolution d'un enfant est tellement aléatoire. À 7-8 ans, à l'école, il peut tout se passer. On a des belles surprises et parfois on est très triste parce qu'un enfant sur qui on a misé beaucoup, il est peut-être pas prêt. Colle ton pied jusqu'au bout, talon, talon. C'est un niveau où il faut commencer à les rendre totalement autonomes. Ok, basta. Allez les filles, merci.
L'enjeu de cette école, c'est de former des danseurs professionnels qui peuvent être étoiles, mais qui seront aussi de sublimes danseurs du corps de ballet de l'Opéra de Paris. Ou dans une autre compagnie, parce qu'on sait que malheureusement, tous ne pourront pas être à l'Opéra. Ces enfants, ils m'apportent... vous savez, lorsque je reviens de vacances, j'ai envie de les retrouver. Ils me manquent. Au bout d'un certain temps, je me retrouve à penser, à dire tiens, celui-là, comment il a grandi, celui-là, il faut que je l'aide à prendre confiance. Et ces enfants, ils m'apportent le plaisir de me lever le matin. Et qu'est-ce que vous leur apportez? Beaucoup d'autorité? Une autorité que j'espère ils vont assimiler. Parce qu'un jour, je ne vais pas être là, je ne vais pas pouvoir les guider. Vous êtes sévère, non? Juste. Sévère, je n'aime pas être sévère gratuitement. J'aime bien être claire. Je prends des sanctions. Il y a des sanctions qui sont en plus des points en moins le jour de l'examen. Donc c'est assez... on est resté un petit peu à l'ancienne. Ah, je fais peur. Claude Bessy m'a dit tant qu'on fait peur, ça va, c'est que ça marche. Bon. Non, c'est important qu'ils nous respectent et qu'ils aient cette crainte. Lorsque je rentre dans un studio, je sais qu'il y a, vous savez, la petite, on se retient, on se remet droit. La petite appréhension là. La petite appréhension, et souvent c'est un révélateur. C'est-à-dire que je dis un mot, je dis une phrase et le professeur me regarde et je dis bon, je pense que tu l'as déjà dit, mais là tu peux rebondir sur ce que je viens de dire, comme ça l'enfant va comprendre que ce qu'on lui a dit 3 fois, si je le dis une 4e fois, c'est juste. Enfin, je pense. Vous parlez de Claude Bessy est resté 32 ans. Est-ce que vous pensez perdurer autant qu'elle? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. L'avenir... Est-ce que c'est pas trop long, 32 ans? On fige une institution pendant oui, mais on ne fait rien en 2 ans. Hein. Donc c'est très très important. La danse est un art sur la durée. En plus à l'opéra c'est sur la durée. On ne fait pas un artiste en 5 ans, on ne fait pas un artiste sur du vent. Ouais. L'artiste il est construit, un danseur se fait en 10 ans. Mais les dernières années de Claude Bessy, il y a eu cette controverse, ce rapport qui a été assez dur. On l'a qualifié, on qualifiait l'école de danse de maltraitance. C'est allé assez loin. Comment vous y avez remédié en prenant les rênes? Je trouve que c'est dommage lorsqu'un art comme la danse est tellement difficile, parce que bon, on ne va pas dire que c'est facile. La danse est logique, mais la danse est difficile. Il y a un effort physique. Il y a un effort physique dans toute chose qu'on choisit dans la spécialisation. On ne parle pas des gymnastes. On peut pas aller, on n'en parle pas. C'est la même chose. C'est même peut-être plus difficile, mais comme ce sont des enfants jeunes, on est touché par d'abord, on est persuadé que c'est pas le choix des enfants. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est leurs parents. Je suis désolée. Les enfants, s'ils restent 8 ou 9 ans chez nous, c'est que vraiment ils ont envie d'y rester et qu'ils ont vraiment choisi la danse. Mais au départ, ça peut être le choix des parents, non? Ils se font plaisir. Certains parents les orientent, mais je peux vous dire que les garçons qui rentrent à l'école, ils ont vraiment eu envie d'entrer. C'est plus difficile pour eux. Il n'y a pas dans les classes de danse, vous aurez 20 filles pour 2 garçons. Et on est malheureusement encore, on dit, la danse, c'est pas pour les garçons. Lorsqu'on a des danseurs étoiles extraordinaires, comme on a à l'Opéra de Paris, quand on a eu Monsieur Manuel Legris, avec qui j'ai dansé, Monsieur Charles Jude, qui a maintenant Monsieur Nicolas Loriche, qui va... Mais ça évolue ou pas dans l'idée du public? Ça évolue et en même temps, on est toujours dans les mêmes lieux communs. Il y a encore des gens qui nous demandent, à part la danse, vous faites quoi? Et ça, c'est dramatique. On me le disait il y a 30 ans... c'est un métier, mais c'est une passion. Donc comme c'est une passion, c'est un petit peu trouble. C'est suspect. Aujourd'hui, l'internat n'est plus obligatoire. L'internat n'est plus obligatoire. J'ai des Parisiens qui voient... ça leur évite les fatigues. Bon, c'est vrai que le RER, c'est quand même très long. Ceux qui habitent du côté Est, c'est assez long de venir jusqu'à Nanterre. Mais c'est surtout, ça nous permet d'avoir beaucoup de provinciaux et des étrangers. Des étrangers. Quel est le pourcentage des étrangers? Alors les chiffres, moi je les connais pas, je n'aime pas du tout les pourcentages. On a un Coréen, un Chinois, une Finlandaise, on a une Ukrainienne. Ah oui, donc assez peu sur 160 élèves. On a pas mal d'Italiens. Mais les Italiens, c'est des Européens, ils sont pas loin de nous. Et la tradition de la danse, la France et l'Italie, c'est quand même pas loin. Et une grande différence de niveau quand ils arrivent? Oui, ils ont des différences de niveau déjà par leur évolution physique. Il y a des enfants qui ne peuvent pas évoluer dans un certain niveau parce que le corps n'a pas encore fait son travail. Et ça, c'est absolument complètement différent d'un enfant à l'autre. Donc on a des différences de taille parfois chez les garçons de 40 cm au même âge. Quelles sont les facultés en fait requises pour la sélection? Ça va être un savant mélange. Déjà quoi, donc le physique
des proportions esthétiques, mais donc aussi harmonieux. Voilà, des proportions esthétiques, aussi une recherche par rapport au style français, c'est-à-dire une certaine noblesse, mais en même temps le répertoire de l'Opéra de Paris a énormément évolué vers le répertoire contemporain. Il y a un côté d'élite faciès, non? À la sélection. Ah non, pas du tout. Non, il y aura un délit de jambes. Le faciès, ce sera la jambe qui n'est pas tendue, ça c'est un délit de faciès pour moi. Mais le délit de faciès, non. Le corps compte davantage que le visage. Le corps, le pied, le genou, la longueur du cou, la longueur des bras, les proportions des bras. Après la souplesse, mais par contre si on voit quelqu'un qui est moyennement souple, on sait qu'on va pouvoir travailler dessus et qu'on voit qu'il a un œil, qu'il a envie d'apprendre, là on va le choisir. Les cheveux courts sont autorisés pour les filles? La question ne se pose même pas, car elles ont toutes les cheveux longs. C'est pas Les garçons, par contre, les cheveux courts sont conseillés. Alors, vous vous souvenez de vos chignons? On voudrait voir comment on fait un chignon en 15 secondes. En 15 secondes, Oui. Vous voulez que je le fasse? Oui. Oh là là. Oui, je sais. Vous le voulez bas ou haut? En plus, j'ai le choix. Bas. Bas. Ah oui, c'est plus facile. Oui. C'est plus facile là. J'imagine. Bon, alors, j'ai pas de filet. Ah, alors c'est ça la technique. Donc on fait la queue de cheval. Puis en plus, moi je fais partie des danseuses qui faisaient les choses elles-mêmes. Donc moi j'ai la technique où je roule par en dessous. Très bien. Et vous maintenez avec les épingles? Je mets 2 épingles. 2 seulement? Attendez. Ah, il y a une suite. Non, je mets 2 épingles. Mais je pourrais pas le finir parce que sans le filet, donc je mets 2 épingles. Le filet pour tout le monde, c'est nécessaire. Ça, voilà. Ça maintient bien. Je fais un truc un peu grossier, je mets le filet, après j'enlève les épingles, je donne la forme, et puis je remets des épingles tout autour, joliment. D'accord. Et vous laquez? Même pas. Ah oui, si, Ah oui, on laque. tout de même. Ah oui, alors là c'est laqué à mort. Il y a un très très beau documentaire qui est passé sur Arte, Graines d'étoiles, il y a quelques semaines, c'était en avril. Et c'est une réalisatrice, Françoise Marie, qui est restée longuement dans votre école. Il y a 6 épisodes. Et notamment, regardez ces extraits d'enfants qui parlent de ce qu'ils sont venus chercher à cette fameuse école de danse, cette école totalement élitiste quand même. Parce que même si vous n'aimez pas le mot, il y en a quand même peu qui sont élus. Elle est élitiste, elle est d'exception. Elle est d'exception, regardez. Au moment où j'ai vu Billy Elliot et que je suis sortie et que je me suis dit mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Et je me suis dit bah c'est ce que je veux faire, enfin c'est comme ça que je veux vivre ma vie. Je veux la vivre en pouvant exprimer les choses par mon corps. J'ai commencé la danse mais vraiment tout petit, en contemporain avec ma mère à 2-3 ans. Et après on a fait quelques écoles. Quand je suis rentrée à l'Opéra de Paris, elle avait les larmes aux yeux tellement elle était contente. J'étais pas très grande à l'époque, je devais avoir 4 ans. Et j'ai vu ma sœur qui faisait dans sa petite école, enfin c'était pas une école très grande. Et quand je l'ai vue, je savais pas encore trop parler et j'ai fait, moi je voulais faire ça. J'ai demandé à mes parents de faire de la danse, tout ça. Et c'était pas, enfin ils y pensaient pas trop, enfin. Et donc ils m'ont mis au cheval et ça a pas marché. Ils m'ont mis à l'aïkido et non plus. Et à la fin, ils ont fini vraiment par me mettre à la danse et voilà. C'est pour ça aussi que j'aime la danse. C'est parce que quand on danse, on a quelque chose qui brille à l'intérieur de soi et qui nous fait continuer toujours. Billy Elliot, ça a beaucoup contribué à démocratiser même la danse. Ça a contribué dès l'époque de Claude Bessy. Elle l'a vu dès l'apparition du film. Il y a eu des garçons qui sont venus et on l'a encore. Quand je suis allée à Toronto il y a 3 semaines, il y avait des petits garçons. Donc alors j'arrive, je leur dis bon, vous faites de la danse, pourquoi? Il y en a un, il me dit parce que j'ai vu Billy Elliot, pas le film mais la comédie musicale. C'est la plus grande école au monde, l'école de danse de l'Opéra de Paris. C'est la première école au monde, c'est l'une des plus grandes, avec son style particulier. Justement, lorsque j'ai conçu ce spectacle des écoles invitées, j'avais eu le souhait d'inviter des grandes écoles. L'école du Bolchoï est une école historique, l'école de la Scala est aussi une grande école historique. Toutes ont été faites sur notre modèle. Et puis, il y a les écoles du XXe siècle, donc ces écoles de John Neumeyer, de John Cranko, l'école de Toronto. Donc, on a tous... Quand on fait nos réunions ou qu'on se retrouve quelque part, on fait
Nous sommes différents, gardons nos accents différents et voyons ce que nous avons en commun. Quel est le particularisme vraiment de votre école? Je pense un style très pur, très dépouillé, très clair, très limpide. On s'est raconté des histoires, on a quand même, on vient de loin historiquement. Pour les adages notamment, ça c'est un grand moment quand enfin le couple se forme. C'est pas facile. C'est pas facile. Et écoutez les commentaires. Les premiers cours d'adage avec les filles, on sait pas trop comment s'y prendre, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai, on rigole beaucoup, on découvre, filles-garçons, on découvre ce que c'est. C'est pas du tout que je suis timide, c'est que je suis... je sais pas comment on fait, quoi. En adage, on apprend donc les pas de deux. On sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas où se mettre, comment se tenir, quoi faire pour à la fois aider le garçon et essayer de tenir debout. 5, allez, pivote là, Lohan. Aussi pendant les cours d'adage, on changeait de partenaire, même d'un exercice à l'autre. Donc même le fait de la faire tourner, c'était pas la même chose avec une partenaire et l'autre. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y en a une qui a des jambes plus longues, il y en a une qui a des jambes plus petites. Donc il faut s'y prendre de façon différente. Stop, 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 stop. Comment évoluent les relations entre filles et garçons? Ils sont élevés ensemble. Ce sont vraiment des frères et sœurs. Ils font de la décoration quand même un peu les garçons, non? Ah non, 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 non. Ils le disent là, non? Mais justement, notre rôle est de leur apprendre qu'un partenaire n'est absolument pas là pour décorer. Il est au contraire là pour mettre en valeur la danseuse. Mais on le voit tout de suite, un bon partenaire, c'est pas forcément celui qui porte bien ou celui qui tient bien. C'est celui qui va être derrière la partenaire pour la mettre en valeur, mais dans une jolie pose pour que le couple soit beau. Sinon, ça vaut pas le coup. Vous connaissez, j'imagine, l'éveil à la sexualité, vous, en tant que pédagogue? Oui, ça, j'ai pas de cours spéciaux. Hein. On n'a pas dans le cursus, on n'a pas ça. Mais bah, il y a l'éveil aussi, la puberté, parce qu'ils sont confrontés au miroir. Vous avez parlé de la barre, le miroir est la pire des choses que nous ayons dans notre vie. Et donc, eux, ils voient leur corps se modifier. On a parfois des filles qui, lorsqu'elles commencent à avoir de la poitrine, ont les épaules qui se ferment pour cacher. Ou les garçons qui ne grandissent pas et s'aperçoivent que leur copain qui a juste un mois de plus commence à avoir une petite amie, donc ils en ont... Parce qu'il y a des couples qui se forment, bien sûr. Oui, il y a des couples, c'est tout à fait normal. Je leur dis d'ailleurs, bon, on est un peu au courant hein, quand même, parce qu'on vit quand même en vase clos. Mais ça ne doit pas interférer dans les cours. Et puis on a un comportement quand même dans le hall, on se tient correctement. Et dans les dortoirs? Dans les dortoirs, il y a une grande discipline. Les étages sont séparés, c'est pas mixte. Donc, il y a des heures de coucher, il y a une heure de couvre-feu, il y a une heure de mixité. À 9h moins le quart, tout le monde rentre dans sa chambre. Et il se lève tôt, non, le matin? Il se lève à 7h moins le quart et les grands peuvent se coucher à 22h30. La compétition, elle prend le dessus sur l'esprit d'équipe, sur la solidarité? Surtout en fin de parcours, j'imagine, non? C'est là où on a, nous, un travail à faire sur ces enfants qui sont élevés ensemble. Il faut leur retrouver après la compétitivité, tout en ayant le respect de l'autre. Et j'ai souvenir de 2 copains, mais vraiment des copains très, très liés, sans aucune ambiguïté, des amis, qui étaient entrés le même jour ensemble. Et lorsqu'ils ont commencé à préparer l'entrée dans le ballet, ils se regardaient mutuellement. Et j'étais obligée d'aller les voir en disant « occupez-vous l'un de l'autre, chacun pour soi ouais. ». Ils ont été engagés ensemble. Ah oui. Mais soyez égoïste, enfin. Soyez égoïste, mais c'est pas égoïste, mais c'est la variation. Vous allez être jugé seul. Et malheureusement, il y a un moment, on perd parfois des amis. Mais comme les deux ont été choisis, tout va bien. Là, ça a été un de mes grands bonheurs. Oui. Ça a été un de mes grands bonheurs. Si je vous dis Nicolas Le Riche, vous me répondez quoi? Nicolas Le Riche est mon premier jeune. Mon premier jeune. Vous êtes cougar, en quelque sorte. Non, parce que nous avons cette merveilleuse transmission d'anciens et de nouveaux. Danseur étoile de l'opéra, avec qui j'ai dansé. Il avait tout juste 18 ans. José Martinez? José, c'est un peu différent. José, on s'est rencontrés plutôt sur la fin de ma carrière. J'ai moins dansé avec lui. Aujourd'hui, il est directeur artistique d'une compagnie en Voilà. Mais Espagne. Par contre, on a eu des belles aventures. De la compagnie nationale, d'ailleurs, voilà. espagnole. Lorsqu'il a monté le Scaramouche, j'ai rencontré un être très gentil avec les enfants. Vous êtes intéressé de savoir ce qu'ils pensent de vous?
Ah bah oui, pourquoi pas. Tiens, tiens, tiens. Ils ont brossé un portrait de vous. Allez, regard croisé. Elisabeth Platel a toujours représenté pour moi une certaine image de la ballerine classique. Je pense qu'elle est née danseuse. Je pense que la danse l'a choisie et du coup, elle incarne la danseuse étoile modèle et à la fois le respect de la tradition. C'est une danseuse très altière, vraiment un très beau port de tête avec un cou très dégagé. Danser avec Elisabeth, c'était vraiment impressionnant, surtout les premières fois, mais c'est quelqu'un de très proche, avec qui il y a énormément d'échanges. Donc en fait, c'était à la fois un énorme respect et on a partagé des moments et beaucoup de moments très drôles. La première fois que nous avons dansé ensemble, elle a demandé à danser avec moi, qui était un jeune danseur, alors qu'elle était une grande étoile de l'Opéra de Paris. Finalement, j'étais avec la meilleure personne avec qui j'aurais pu rêver d'être à ce moment-là, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrisait totalement ce qu'elle faisait et qui était capable aussi simplement de le donner à un jeune partenaire et qui avait la patience de le donner. C'est quelqu'un qui aime transmettre cette passion de la danse qui est en elle et après l'avoir donnée sur scène, elle aime bien le passage, ça se transmet oralement la danse. Je crois que c'est quelqu'un qui aime le partage, qui aime la relation à l'autre et qui va être assez attentive à la manière dont le message peut passer avec son interlocuteur. Le souvenir le plus fort, c'est Scaramouche à l'école de danse, quand elle a pris la direction de l'école et que je suis venu pour faire cette chorégraphie. Je me suis retrouvé avec 40 enfants entre 8 et 12 ans. Puis j'ai construit cette chorégraphie avec elle, qui m'a épaulé, qui a été toujours derrière moi. On est parti en tournée avec ces 40 enfants à Washington et je garde vraiment un très très bon souvenir de cette tournée, de l'expérience, de voir comme les yeux des enfants brillaient, d'être sur scène pour la première fois et de partager ça avec Elisabeth. Elisabeth, j'espère que tu garderas toujours l'appétit de la danse comme tu l'as aujourd'hui. Merci à tous les deux. Ils ont aimé être votre partenaire. Est-ce que vous avez détesté ou au moins appréhendé même de danser avec certains autres partenaires ? Il y a des alchimies qui ne se font pas. Il y a des partenaires avec qui on a plaisir à être, où c'est évident. C'était le cas donc avec mon frère d'armes, Jean-Yves Lormeau, avec Charles Jude, et quand ça se passe avec mal, Manuel Legris. Il ne faut pas oublier Manuel, Manuel parce que Manuel a des yeux qui vous électrisent et lorsqu'on fait Tchaïkovski pas 2 avec lui, qu'on se retourne au moment où on lui donne la main, on sait que de toute façon on est la plus belle danseuse du monde sur scène. Ça rassure. Oui, ça rassure. La danse, elle a toujours été omniprésente dans votre vie. Est-ce que vous avez l'impression, alors vous n'aimez pas le mot, comment vous avez trouvé de ne pas avoir eu de vie privée? Si, j'ai pas utilisé le mot sacrifice. Non, non, j'ai eu une vie privée, mais justement, elle est privée. Mais elle est suffisante? Oui, elle est suffisante. Après, c'est vrai que le privé doit accepter la place que prend la danse. Mais la famille aussi a dû accepter la place que prend la danse. Pour mon frère, je pense que ça n'a pas été facile. Seul un danseur, selon vous, peut comprendre la vie d'une danseuse comme vous? Ah non, parfois un danseur ne le comprend pas. C'est vrai? Ben oui, s'il est trop dans sa perception personnelle, un danseur peut ne pas le comprendre. Il peut même y avoir une rivalité dans le couple. Il peut y avoir une rivalité, même entre hommes et femmes. Après, c'est des équilibres, hein, c'est des rencontres. Il y a beaucoup de couples de danseurs. Nicolas et Claire-Marie Osta c'est un exemple de couple qui s'est rencontré par la danse et qui continue à vivre avec leurs 2 petites filles. Et puis, il y a des couples qui ne marchent pas. Mais ça, je pense que c'est la vie, hein. Le spectacle aussi, peut-être, non? Les gens de spectacle. Les gens de spectacle, oui, mais on a beaucoup, oui. Si je vous emmenais aux 2 ados, vous viendriez? Bah, je crois qu'il faut y aller. Ça, je redoute un peu. Vous allez voir, c'est un plaisir. Dos à dos, dos à dos, dos à dos, dos à dos. 2 ados avec vous, Elisabeth Platel. Qu'est-ce qui est insupportable lorsque l'on partage votre vie? Mon entêtement. Votre dernier faux pas? Mon entêtement. Est-ce que vous avez déjà succombé à un partenaire? Succombé artistiquement. La partie de votre corps que vous aimeriez changer? Je me plais assez comme je suis. Le défaut que vous revendiquez? Mon entêtement. Je pense que je suis très têtue. Volontaire et têtue. Est-ce que vous avez regretté de vous être comporté un jour comme une peau de vache?
J'ai été très injuste parfois avec ma volonté d'arriver parce que j'étais ambitieuse et j'ai été parfois pas très gentille avec des gens qui étaient en fin de carrière. Et s'ils se reconnaissent, ben j'espère qu'ils me pardonnent. Un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Je les réalise tous les jours. Prendre son pied, c'est le privilège des danseuses. On en a deux. Gourmande. Si vous étiez un homme le temps d'une journée, qu'est-ce que vous feriez? Je suis danseuse, donc je pense que je mélange un peu les deux sexes. Qu'est-ce que vous fuyez dans la vie? Des gens qui n'ont rien à dire. La dernière fois que vous avez pleuré? De joie ou de tristesse? De tristesse. De tristesse lorsqu'on ne peut pas parler à quelqu'un qui est parti et qu'on a envie de lui demander ce qu'on pourrait faire lorsqu'on a besoin de faire quelque chose. Un conseil? Un conseil, oui, ça c'est justement le manque de conseils de quelqu'un qu'on aime. Pensez-vous que certains danseurs sont trop attirés par les médias? Je pense qu'ils ne sont pas assez attirés par les médias et que les médias ne sont pas bien attirés par eux. Une musique qui vous insupporte? La techno. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Mon parfum. Ah. Une chanteuse française que vous appréciez, aux initiales PK? Oui, j'apprécie Patricia Cass, mais j'en apprécie d'autres. J'arrive pas à choisir. J'aime les chansons à texte, la langue française. Donc il y a Barbara, il y a donc Patricia Cass. Ce sont des textes et des voix qui sont rocailleuses, qui ont un volume. Mon mec à moi, allez, on revient à table avec Patricia Cass. Mon mec à moi. Cette petite, cette bonne femme, c'est Piaf. Ah oui. Elle a une vraie personnalité. Et l'autre jour, j'ai entendu la chanson de Ferrat. Que serais-je sans toi? C'est sublime, la texture de la voix. Une belle tessiture. Oui, on était en train de parler de Patricia Cass, de sa personnalité sur scène, hein, en plus. Oui. Elle est formidable. Je voudrais vous offrir 2 livres. Alors, Isadora, Duncan, évidemment. Un scénario de Josepha Mougenot et des dessins de Jules Stromboni. C'est aux éditions Naïve. Bon, alors, bien sûr, elle a été révolutionnaire en son temps. Elle dansait pieds nus? Oui, en toge. Elle a fait partie de cette naissance de la danse contemporaine qui est donc 1909 est une année vraiment extraordinaire. On a arrêté de danser des ballets à histoire et on a fait des chorégraphies sur des musiques non écrites pour la danse. Et Isadora Duncan a fait partie de ce mouvement-là. Vous connaissez, j'imagine, non, Anne-Marie Sandrini? Je connais Anne-Marie Sandrini, qui n'habite pas très loin de chez moi, dans le 9e arrondissement, comme toutes les danseuses. Pas trop loin de l'opéra, quoi. Exactement, à 10 minutes à pied. Le grand écart du classique au cancan, ça c'est un livre autobiographique où elle raconte d'ailleurs 3 générations. Elle se raconte, mais elle raconte aussi, elle évoque sa grand-mère qui a été danseuse étoile aussi, et son fils qui a étudié la danse aussi, je crois, à Garnier. Voilà, avant de bifurquer ensuite vers le cabaret. Juste un mot aussi, c'est le cas de le dire, je voudrais que vous en choisissiez un. Quel est celui qui vous parle? Oh là là. Vague. La vague, parce qu'elle s'en va et elle revient. Ça s'en va et ça revient. Non, pas tout à fait. Donc, plutôt, vous savez, la vague qui va en plus faire chaque fois un chemin différent. Donc on va vers le large. Les danseurs, nous sommes des voyageurs. Le ressac. Et on revient. J'adore faire les valises pour partir. J'adore ça. Mais qu'est-ce que j'aime rentrer chez moi. Voilà. Le festival d'ailleurs du mot a lieu à la Charité-sur-Loire à partir de mercredi jusqu'au 2 juin. Il y a beaucoup de spectacles sur l'expression, sur le mot, avec Alain Rey qui est le président d'honneur, et puis aussi René de Obalia qui sera le président cette année. C'est des petits prix, hein, c'est 10 € tous les spectacles. Je vous conseille de vous y rendre. Je voudrais saluer la peintre qui est exposée sur le plateau de Thé au Café ce matin. C'est plein de couleurs. C'est un artifice. Elle a pour nom Danielle Lescaut. Vous pouvez aussi la voir puisque ce sont des portes ouvertes dans son atelier le samedi 1er et le dimanche 2 juin. C'est à Paris, dans le 12e arrondissement, porte ouverte des ateliers d'artistes du 12e arrondissement. Elle pratique la céramique, la peinture. On retrouve dans son travail des jeux de construction et son nom, c'est Danielle
Lescaut. Demain, nous serons en compagnie du réalisateur Jean-Pierre Mocky et puis Carla Bruni aussi sera aussi notre invitée et notamment elle interprétera un titre de son nouvel album. Portez-vous bien, on se retrouve dans 3 siècles. Voilà, vous me demandiez si j'allais durer aussi longtemps que Claude Bessy. Bon, ça peut être un peu beaucoup, 3 siècles. En tout cas, longue vie à l'école de danse de l'Opéra de Paris, puis longue vie aussi à vous en tant que directrice. Et longue vie à tous les élèves et qu'ils puissent intégrer la compagnie et qu'ils soient de vrais danseurs. Bah, c'est ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup d'être passé sous le plateau de Thé au Café. On se retrouve demain. D'ici là, vous passez une très très bonne journée. Vous pouvez nous tweeter, vous pouvez aller sur Facebook et vous pouvez nous revoir aussi en rediffusion cette nuit ou sur plus.fr. À demain, on se retrouve dès 7h. Au revoir, merci. Merci à vous. Free